tu souhaites dire un petit mot avant? Voilà, je crois que Cyril, donc Cyril, Cyril Claude, c'est notre représentant EDF au conseil d'administration de la FGC et au comité des affaires générales. Donc, il voulait dire deux, trois mots pour présenter Denis. Oui, ben en fait, on a décidé côté du bureau de la FGC là, de trouver des sujets qui sortaient un petit peu des chemins battus. Donc moi, je suis plutôt à la direction technique au département TGG dans le domaine nucléaire. Et pour faire plus le lien avec des habits, non, comment dire, des sujets avec lesquels vous avez l'habitude de traiter, on est plutôt parti en fait sur la partie hydraulique en fait d'EDF, dont Denis est un expert représentant, et il est également représentant au CFBR qui va vous présenter. Donc bah, l'idée aussi, c'est de voir dans quelle mesure on pouvait trouver des synergies sur des sujets techniques, au-delà d'éventuelles en fait, présentations ou de visites de différents de nos infrastructures. Très bien. Merci Cyril. Didier, je prends la parole? Oui, 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 allez-y, bien sûr. Allez-y, vous très pouvez bien. partager l'écran. On vous laisse les manettes. Alors, je vais faire la tentative de partage d'écran et si vous pouvez me confirmer que c'est bien partagé avec vous. c'est Impeccable. bon. Parfait. Bien, bah écoutez, désolé pour ces petites contingences matérielles de connexion. Je suis connecté à vous depuis le réseau EDF et les protocoles de sécurité informatique font que c'est pas simple du tout de nous connecter par Zoom. Voilà. Bien, bah, en tout cas, merci pour le mot introductif. Donc, je me présente, je suis Denis Albrecht, je travaille à la direction du Centre d'ingénierie hydraulique, donc CIH d'EDF Hydro, et j'ai été élu courant 2022 président du Comité français des barrages et réservoirs, donc CFBR, qui est l'échelon national français de la Commission internationale des grands barrages. Euh, L'état d'esprit bah, de cette rencontre à distance virtuelle, c'était de pouvoir, notamment pour ceux qui nous connaissent moins, alors il y en a pas mal, je pense, parmi vous qui nous connaissent déjà, voire certains qui sont membres des deux associations professionnelles et scientifiques, mais il y en a peut-être parmi vous qui nous connaissent moins. Donc l'idée, c'était à la fois de vous donner un panorama assez général de c'est quoi le CFBR, quelles sont les activités, quels sont les enjeux qui guident nos activités et quelles sont nos orientations stratégiques. Et puis de faire un focus, alors très synthétique, sur quelques activités techniques, notamment des groupes de travail, qui pourraient potentiellement conduire à des relations futures plus approfondies entre la FGC et le CFBR. Voilà, donc si ça vous convient, Didier et Cyril, donc c'est l'état d'esprit dans lequel j'ai préparé ce topo. Ce que je me propose, c'est d'intervenir pendant une petite demi-heure et puis ensuite de laisser la place à des échanges questions-réponses pour justement bah, rendre l'échange pas unilatéral et le plus profitable possible si ça vous convient. On part là-dessus? Très bien. Voilà. Alors, hop, je vais dérouler les slides. Alors, vous me dites si voilà, le deuxième slide est bien arrivé? Voilà, n'hésitez Oui, oui, pas. ça fonctionne. Je vous dirai voilà, je vous dirai quand il y a le changement de support. Bien, alors un tout petit peu d'histoire, évidemment, on ne va pas vous assommer, mais le comité français, alors s'appelait d'abord Comité français des grands barrages, CFGB. Il a été créé en 1926 sous le régime de la loi 1901. C'est l'un, si ce n'est le premier comité international du genre qui a d'ailleurs conduit, qui a été un instigateur de la création de la Commission internationale des grands barrages, la CIGB, ou ICAL dans le terme anglo-saxon, 2 ans après. Donc un petit calcul, bah, ça vous montre que l'année prochaine, 2026, on va fêter le centenaire du CFBR, et j'y reviendrai tout à l'heure. On souhaite faire de cette célébration
un jalon important pour nous, évidemment pour faire un retour sur le passé, mais surtout pour nous projeter sur l'avenir. Un point important, c'est qu'en 2005, on a changé de nom et c'est pas anodin, c'est qu'on s'est intitulé Comité français des barrages et réservoirs. Les barrages, c'est l'outil technologique pour créer la réserve qui, elle, assure les fonctions opérationnelles. On parlera après des différents usages. Et donc, il était extrêmement important pour l'organisation professionnelle et technique qu'on représente de bien inclure aussi ces services et donc les questions techniques liées à l'exploitation des réservoirs. Voilà, je fais très court, évidemment, sur ce rappel historique. Alors, quelques points de repère clés aussi sur les barrages et les réservoirs en France. Il y a 2500 ouvrages classés selon la réglementation française, donc selon trois classes, A, B, C, au titre de la sécurité publique. Il y en a 722 qui rentrent sous le classement dit des grands barrages, selon la définition de la CIGB. En général, donc le critère, c'est essentiellement barrage supérieur à 15 mètres au-dessus de sa fondation. Et le volume stocké par les réservoirs de barrage en France, c'est le volume maximal, c'est de l'ordre de 14 milliards de mètres cubes. Vous avez en bas à gauche le plus ancien barrage qui est toujours en exploitation, c'est le barrage de Saint-Ferréol, pas très loin de la Montagne Noire dans le sud-ouest. Et puis le plus haut barrage de France, qui est le barrage voûte de Tignes, avec son emblème sur la face aval qui est assez réputé et qui est un ouvrage bâti dans les années 50 et qui fait 180 mètres de haut sur fondation. Alors, quels sont les différents usages des barrages et réservoirs en France? L'hydroélectricité représente à peu près la moitié de l'usage des barrages réservoirs. L'irrigation vient juste derrière avec 20%. L'alimentation en eau potable à peu près équivalent, un petit 20%. Et puis ensuite, entre tourisme, écrêtement des crues, navigation, autres, divers, vous avez quelques pourcentages de représentation du parc de barrages en France. Et évidemment, il y a de nombreux ouvrages qui assurent un rôle de multi-usage, c'est-à-dire qu'ils cochent deux ou plusieurs de ces fonctions. Un ouvrage emblématique multi-usage en France, puisque c'est la plus grosse réserve artificielle, c'est le barrage de Serponçon sur la Durance, qui a essentiellement trois usages, euh, irrigation, hydroélectricité et tourisme, maintien d'une côte touristique l'été, avec, on pourra peut-être l'évoquer dans les discussions, évidemment potentiellement des situations comment on va dire, d'incompatibilité sur la garantie de servir ces différents usages. Donc voilà quelques chiffres clés qui sont des points de repère importants sur le parc de barrages en France. Alors le CFBR s'est donné des missions et une raison d'être que je vais expliciter de manière synthétique. La première, c'est de favoriser les innovations et le progrès des savoir-faire et des technologies dans toutes les phases du cycle de vie des ouvrages, c'est-à-dire de la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation. À savoir qu'on a aussi inclus le périmètre des digues de protection contre les crues. Donc, à la différence des barrages, bah, ce sont des ouvrages qui ne sont pas sous chargement hydraulique permanent, qui ont des chargements épisodiques et qui ont de ce fait des particularités. Et donc, on a inclus, au même titre que la CIGB au plan international, ces ouvrages dans nos périmètres. Et puis, ben, l'ensemble du cycle de vie doit s'examiner sous tous les plans, techniques, économiques, sociétaux et écologiques. Donc, le mot-clé, innovation et progrès des savoir-faire. La deuxième mission principale, c'est de promouvoir la diffusion des connaissances développées par la profession pour éclairer les décisions et alimenter le débat public, le débat sociétal sur les enjeux eau et énergie. Alors, on a des actions pour atteindre ces objectifs. Évidemment, on produit un certain nombre de guides techniques et de recommandations. Et ça se fait par des groupes de travail ad hoc qui sont mandatés au cas par cas par l'instance exécutive du CFBR. J'y reviendrai après. On organise des colloques techniques
avec des formats différents qui sont ouverts à l'ensemble de la profession et aux parties prenantes. Chaque année, on a une assemblée générale, ça c'est assez classique, mais on associe à chaque fois à l'assemblée générale un symposium annuel qui est ouvert à tous, euh, qui est gratuit. On requiert une inscription, mais qui est ouvert à tous et qui est publié sur notre site Internet. Et puis un élément important, c'est sur le plan international, je l'ai déjà évoqué, on est évidemment partenaire important de la Commission internationale des grands barrages. Au passage, donc, demain démarre le congrès, alors je ne sais plus quel est le numéro, si c'est le 23e ou le 24e congrès de la CIGB qui se tient en Chine, à Chengdu, et donc je pars après-demain rejoindre tous les collègues de la profession. Voilà, et donc on contribue de manière importante aux travaux de la Commission internationale des grands barrages et notamment de ses comités techniques. On en reparlera. Alors, quelques chiffres clés. On est plus de 530 membres. On est membre intuitu personae au CFBR. Ça veut dire que ce ne sont pas des organisations qui sont membres, mais ce sont bien des personnes, intuitu personae. On a un peu plus de 110 organismes. Je présenterai tout à l'heure des logos qui seront, je pense, pour certains familiers, voire qui correspondront à vos propres entreprises ou organisations. On a en ce moment plus de 10 groupes de travail actifs. Là aussi, je vous donnerai quelques détails. Publication régulière de guides, de recommandations, d'actes de colloques. On a créé un groupe de jeunes professionnels. Donc ça, on y tient beaucoup. On attend à la fois de ce groupe qu'il nous alimente avec une vision rajeunie, un peu décalée, ou en tout cas qui nous fait bouger dans notre façon de faire et aussi dans les objectifs techniques que l'on conduit. Et puis en même temps, c'est une courroie de transmission pour aller vers les jeunes générations, notamment les étudiants, en se disant que bah, il y a peut-être pas mieux que des jeunes professionnels pour parler à de futurs professionnels. Voilà. Donc ça, c'est une organisation importante, hein. Ça fait déjà un moment qu'on l'a créée. Et il y a son organisation miroir au plan international au sein de la CIGB. Bon, organisation de colloques, symposiums, journées techniques, c'est assez classique. Et puis, participation active aux travaux de la CIGB, on l'a déjà évoqué. Les membres sont répartis selon des collèges. Donc, vous avez sur la gauche une illustration des différents types de collèges. Donc, en vert, un collège important, hein, puisque c'est à peu près un tiers, c'est les bureaux d'études et ingénieurs conseils. En bleu marine, à peu près de manière équivalente, c'est le collège des maîtres d'ouvrage avec leurs ingénieries intégrées. Ensuite, le collège des entrepreneurs en jaune, les experts individuels en bleu clair ici, le collège de l'administration en bleu intermédiaire sur la partie supérieure, et puis le collège des chercheurs et enseignants ici en orange, et enfin un collègue de retraités actifs qui est ici désigné en marron. Donc voilà la répartition du membership, si vous me permettez cet anglicisme, selon les différents collèges. La gouvernance est assurée par une commission exécutive de 28 membres qui sont élus pour 3 ans. Et le bureau, bah, il est constitué aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que ce bureau soit représentatif des principaux collèges. Donc, depuis mi-2022, j'ai le plaisir d'assurer donc la présidence suite à l'élection de mi-2022. Et il y a 3 vice-présidents, Pierre Agresti d'Artelia, bureau d'études, Thierry Théodore d'Eiffage, donc entrepreneur, et Rémi Tourment, INRAE, en tant que représentant des chercheurs et enseignants. Anne Cloutier, qui est d'EDF du CIH, assure le secrétariat général, et on a une assistante de gestion, une assistante exécutive, qui nous aide également dans la conduite opérationnelle des activités. Donc voilà quelques mots, sans rentrer dans trop de détails sur notre organisation. Donc là, je vous ai mis bah, quelques logos. Euh, c'est pas exhaustif, hein, donc veuillez me pardonner s'il n'y a pas les 110, enfin, ou il y a pas 110 logos, parce que, bah, si, il y a à peu près 100, une bonne centaine d'organisations, mais vous retrouvez des maîtres d'ouvrage,
vous retrouvez des bureaux d'études. Donc, je ne les cite pas, hein, vous pouvez les reconnaître euh, à l'écran sur ce support. Dans tous les cas, vous pouvez cliquer évidemment sur le lien du site web. Je pourrais vous adresser, Didier, évidemment, le support en version PDF pour l'ensemble de vos membres, ce qui permettra de laisser une trace à cet exposé et de pouvoir cliquer facilement sur les liens. Alors, finalement, c'est quoi nos grands enjeux et à quoi on doit se préparer à répondre dans le futur? Un enjeu majeur, c'est l'intégration environnementale des ouvrages. Il est clair que l'exploitation des ouvrages aujourd'hui et l'éventuelle conception et construction de nouveaux ouvrages demain, par rapport à des enjeux de stockage de la ressource en eau, ne se fera pas de la même manière que ce qu'on faisait il y a quelques dizaines d'années. Puisque la moyenne d'âge du parc de barrage, j'ai pas un chiffre précis, mais elle est évidemment de plusieurs dizaines d'années sur l'ensemble du parc de barrage en France. Donc cette intégration environnementale, elle est clé. Ça veut dire qu'il faut que, bah, s'agissant de l'hydroélectricité, qu'on traite la question des régimes d'éclusée, ce qu'on appelle les variations de débit associées à la prise de charge de l'hydro. Et pour ceux d'entre vous qui s'y intéressent, l'enjeu de flexibilité devient euh, totalement structurant pour la sécurisation du système électrique. Et l'hydroélectricité avec les centrales à gaz et avec le nucléaire, mais avec une inertie un peu plus longue, est un outil stratégique sur le système électrique. Il y a énormément de débats en ce moment, Assemblée nationale, Sénat et au niveau européen sur le sujet. Voilà. Les débits réservés, comment préserver la qualité d'habitat à l'aval de nos aménagements, la gestion sédimentaire, etc. Donc, très gros enjeu pour nous. Deuxième enjeu, c'est réussir les défis du partage de l'eau dans un contexte de changement climatique et gérer l'augmentation de la variabilité de la ressource dans le temps et dans l'espace. Et derrière ça, il y a un véritable enjeu sur le stockage, à la fois la gestion du stockage des ouvrages existants et potentiellement les besoins de nouvelles réserves. Il y a clairement un enjeu autour du regard et du discours qui est porté sur les barrages et les réservoirs, ce qui veut dire derrière qu'on a un plan d'action sur la com externe. On est face souvent à des discours assez caricaturaux. Donc l'idée, c'est évidemment de pas oublier les impacts, notamment les impacts environnementaux, mais bien souvent les services apportés par les ouvrages sont oubliés ou très largement sous-estimés. Et donc l'idée, c'est de réobjectiver la nature des communications qui peuvent être sur la place publique en la matière. On a évidemment sur le plan plus technique et industriel un enjeu de durée de vie à travers soit de la modernisation, soit de la maintenance plus ou moins lourde. Euh, le haut niveau de sûreté reste la pierre angulaire du permis d'exploiter les aménagements. Et donc, il y a derrière ça notamment une question de résilience climatique, mais il y a plein de questions sur le vieillissement des barrages. Vous êtes coutumier notamment des problèmes de gonflement des bétons. Donc, ça fait partie évidemment des questions que l'on doit adresser. Accroître les services de flexibilité et de stockage, je l'ai déjà évoqué. Et puis, un enjeu de compétences, c'est préparer le renouvellement des futures générations de professionnels. Voilà. Donc, voilà pour lister les grands enjeux, finalement, de la famille de professionnels barrages et réservoirs, dans lesquels je pense vous allez retrouver aussi pas mal des enjeux sur lesquels vous travaillez. Je reviens sur la question de la gestion de la ressource en eau. Je vais être assez synthétique là-dessus, mais je voudrais juste vous faire mention, pour ceux que ça intéresse, les équipes de France Stratégie. Donc, les France Stratégie, ce sont des analystes prospectivistes des services du gouvernement, rattachés au service du Premier ministre, et qui instruisent des dossiers stratégiques pour le pays. Et actuellement, donc, il y a un dossier stratégique prospective eau territorialisé à l'horizon 2050, qui est en cours de publication en 2025
Et il y a déjà eu une publication faite en avril sur l'évolution des usages. Donc vous avez par exemple ici, sur ce support, à gauche, vous avez la répartition des prélèvements à gauche et des consommations. Donc prélèvement, ça veut dire qu'on utilise mais on restitue au milieu. Consomme, ça veut dire on exploite et puis soit c'est ingéré, digéré dans des écosystèmes industriels ou vivants, ou soit c'est relargué à l'atmosphère. Et donc vous voyez la répartition entre les usages. Je vais prendre juste des exemples, hein. En prélèvement, bah, l'irrigation, c'est 11%, l'énergie, c'est 45%. À l'inverse, si on s'intéresse aux consommations, bah, l'irrigation représente cette fois plus de 60% et l'énergie seulement 11%, avec derrière évidemment des enjeux sur le refroidissement du nucléaire. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que ce type d'information nous éclaire beaucoup et on va travailler, notamment dans le cadre du centenaire l'année prochaine, sur ces questions de prospective sur la ressource en eau et derrière la question de la suffisance ou pas des réserves actuelles. Une autre illustration, bah forcément, donc ça c'est la situation actuelle en 2020. Et si on regarde au-delà, donc la prospective, donc ce que donne aujourd'hui cette étude de France Stratégie, donc à gauche, vous avez la projection des prélèvements, à droite, vous avez la projection des consommations, et ce pour différents scénarios. Donc il est toujours rappelé, le scénario de base, c'est l'existant à 2020. Et puis, il y a trois scénarios, un scénario tendanciel, un scénario politique publique et un scénario rupture. Donc, pareil pour les prélèvements, pareil pour les consommations. Et vous voyez que selon les situations, et bien évidemment, l'évolution projetée des prélèvements ou des consommations sera assez, enfin plus ou moins marquée. Donc, prenons juste un exemple. Si on regarde l'usage irrigation, si on regarde la consommation, bah, en 2020, on était là. Et puis, les trois scénarios donnent plus d'un doublement, c'est quasiment un triplement dans le scénario tendanciel. C'est grosso modo un doublement en scénario politique publique et c'est un, on va dire, plus 50% dans un scénario en rupture. Et évidemment, il y a des hypothèses sous-jacentes derrière ces projections. Donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste un exemple de données qui sont dans le débat aujourd'hui et qui alimentent beaucoup notre profession et sur lequel le CFBR va tenter d'apporter sa pierre à l'édifice, notamment sur la question du rôle du stockage par les barrages réservoirs aujourd'hui et de sa suffisance ou pas à un horizon pluridécennal. Il y a quelques projets d'ampleur, là je vous ai listé, je pense que ça peut être intéressant pour vous et je pense que certains d'entre vous les connaissent, voire y contribuent. Un premier projet d'ampleur, puisque c'est l'un des plus grands projets européens en ouvrage hydraulique actuellement, c'est le canal Seine-Nord-Europe qui va venir connecter le système Seine avec le système ESCO en Europe du Nord, donc Belgique et Pays-Bas. Euh, donc c'est une connexion à grand gabarit. Je ne rentre pas dans les détails évidemment du projet. Il y a pas mal de communications qui sont disponibles sur le site du CFBR autour de ce projet qui occupe pas mal de collègues de la profession. On a un projet côté EDF. Je sors d'une réunion de revue de validation de projet sur un projet de STEP sur la vallée de l'Ain. Donc, on appelle le projet de STEP Saumortier, qui est juste à l'aval de Vouglan. C'est un relativement petit, enfin modeste projet en puissance ajoutée, mais par contre qui va débrider et qui apporte une grande plus-value sur toute la chaîne de la vallée de l'Ain et y compris sur le Rhône, avec notamment des services de soutien d'étiage et de refroidissement pour nos collègues de la production nucléaire. Donc voilà, c'est un projet stratégique pour nous et qui est en pleine phase de consultation des entreprises et pour lequel nous avons eu les autorisations administratives. Il y a d'autres projets, notamment Collectivité européenne d'Alsace, avec la rehausse du barrage de Lalo, ou la Loche, je ne sais pas comment on le prononce, je ne le connais pas en détail. Côté EDF, on a également un autre projet
de steppe, alors cette fois de beaucoup plus grande ampleur. Sur la steppe donc l'idée c'est de rajouter à Montézic, dans la vallée de la Truyère, donc pas très loin de Rodez, une usine souterraine supplémentaire à l'usine de Montézic 1 actuelle, en ajoutant plus 50% de puissance, pompage et turbinage. Et donc tout ça, c'est en lien évidemment étroit avec les besoins de flexibilité et de stockage sur le système électrique, avec le développement et la croissance très importante des énergies renouvelables intermittentes et non pilotables. Autre projet de grande ampleur porté par le CIMADREM sur le delta du Rhône, dans le cadre du plan Rhône. Donc, c'est de nombreux travaux d'ouvrages de protection contre les inondations sur des tronçons stratégiques du Grand et du Petit Rhône et sur la zone littorale. Donc, c'est notre collègue Thibaut Mallet, qui est directeur général du CIMADREM, qui porte ce projet avec des enjeux colossaux en matière de réduction du risque inondation. Et puis un projet qui est en cours dans le département du Gard, donc sous la maîtrise d'ouvrage du conseil départemental 30, c'est au barrage de Sainte-Cécile-d'Andorge, l'augmentation des capacités d'évacuation des crues avec une technologie assez innovante d'adjonction d'un évacuateur en BCR sur un ouvrage en remblai, donc qui nécessite évidemment des précautions et qui est quelque chose d'assez emblématique pour notre profession actuellement. Bon, voilà, c'est une collection évidemment pas exhaustive, mais en tout cas qui mobilise pas mal les acteurs de la profession et sur lesquels on est amené à soit évidemment à intervenir professionnellement et à communiquer dans le cadre du CFBR. Alors, notre feuille de route, ben, elle s'inscrit finalement en lien avec les enjeux stratégiques pardon, que j'ai mentionnés tout à l'heure. Je vais les décliner rapidement. Mais d'abord, c'est maintenir nos actions cœur sur ce que j'appelle et ce qu'on appelle souvent le comment les barrages, c'est-à-dire la technologie des barrages. Comment développer des savoir-faire et des technos qui permettent d'assurer toutes les fonctions, d'assurer de la durabilité. Et en particulier, on est très attendu pour fixer des règles de l'art qui permettent de garantir un haut niveau de sûreté des barrages. Donc à ce titre, c'est important de rappeler à votre communauté que la réglementation sécurité ou sûreté des barrages a fortement évolué récemment, avec notamment, depuis 2007, l'exigence de production d'études de danger pour les classes de barrages A et B. Et puis, depuis août 2018, c'est ce que j'ai mis à l'écran, l'arrêté technique barrage qui fixe pour la première fois dans la réglementation, avant c'était les règles de l'art, qui fixe pour la première fois des exigences minimales de sécurité à respecter et donc des exigences de conformité. Et donc les études de danger de deuxième génération doivent, en plus des analyses de risque inspirées des méthodes AMDEC, produire des bilans de conformité. Euh, donc après le comment les barrages, dans notre feuille de route, ce qu'on s'est dit, c'est vu les enjeux autour de la ressource en eau, il faut absolument qu'on se positionne sur le pourquoi les barrages. D'où le petit topo que je vous ai fait sur la prospective sur les besoins en eau et en énergie dans le contexte que l'on vit actuellement de transition énergétique et de réchauffement climatique. Répondre aux enjeux barrage et biodiversité, je l'ai déjà dit, et développer, alors je pense que ça aussi c'est un sujet d'intérêt pour votre communauté, et je sais qu'on y travaille déjà, enfin on a des collègues communs aux deux associations qui travaillent sur les solutions d'éco-socio-conception, et notamment sur les bétons bas carbone. La question se pose aussi sur la partie méca métallique. Voilà, donc ça, c'est aussi des questions évidemment importantes. Renforcer la communication externe, je l'ai évoqué par rapport au regard sur les ouvrages. On a un enjeu de genre qui est aussi porté au niveau international sur le renforcement de la place des femmes dans notre profession, à la fois dans les activités et dans la gouvernance du CFBR. C'est un sujet qui n'est pas simple à gérer. L'idée, c'est pas de raisonner par quota, mais on a mis en place des incitations et des modalités pour essayer de stimuler le renforcement de la place de nos collègues féminines dans nos activités. De la même manière, renforcer la place des jeunes et préparer le renouvellement des générations.
Et puis enfin, poursuivre notre haut niveau de contribution aux travaux de la CIGB. Donc l'ensemble de ces 7 items de la feuille de route guide l'ensemble de nos activités. Alors, un des cœurs d'activité, c'est évidemment les groupes de travail du CFBR. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les groupes de travail travaillent sur mandat et termes de référence validés par la commission exécutive. On recherche impérativement une pluralité des représentations, donc parmi l'ensemble des collèges, et les livrables sont soumis à un processus de validation rigoureux qui va à la référentiel de la profession, puisque les textes de la réglementation évoquent les guides du CFBR comme guides d'état de l'art, qui peuvent servir de guide d'implémentation, c'est-à-dire le comment répondre à l'exigence fixée dans la réglementation. On peut avoir aussi des processus de vérification externe si on est sur des sujets où on estime qu'il faut aller chercher l'avis en dehors du CFBR pour s'assurer de la validation de nos livrables. Alors, les différents groupes de travail, là, vous avez une liste des 10 groupes de travail. Alors, certains viennent de terminer leurs travaux, d'autres sont en cours. On a en particulier donc des groupes de travail sur analyse de risque et sûreté barrage, sédimentation des retenues, utilisation des ancrages passifs, j'y reviendrai tout à l'heure, barrage voûte, photovoltaïque flottant et risque induit sur les aménagements. Donc ça, c'est un développement qui est assez important en ce moment en France, hein, puisque la recherche de foncier pour le photovoltaïque est une question assez cruciale. REX accidentologique et incidentologique, érosion interne et érosion externe, là aussi des sujets qu'on a certainement en commun. Réparation et confortement des digues, sécurité des évacuateurs de crues, et puis des approches un peu innovantes, technico-économiques et sociétales, dimensionnement des évacuateurs de crues par les dommages incrémentaux ou différentiels. Donc là, l'idée, c'est on a produit une, une- une possible méthodologie pour adapter le niveau d'exigence en fonction de la réalité de l'incrément de risque lié à la défaillance des ouvrages et pas uniquement rester sur une logique normative. Bon, voilà, ça c'est des choses qui sont assez innovantes et sur lesquelles la profession est encore en train de s'exercer. On a un groupe jeune, je l'ai évoqué, je vais passer rapidement, mais je vous liste ici. Faut pas trop, voilà, vous avez l'ensemble des attentes, et je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je pense que c'est pas la peine de s'apesantir et vous aurez les supports. La coopération internationale avec la CIGB, donc comme on l'a dit, le CFBR participe activement aux travaux et à la gouvernance de la CIGB. Donc à travers la contribution au comité technique, il y a à peu près 30 comités techniques au sein de la CIGB et le CFBR est présent sur à peu près tous les comités techniques. Il y a quelques comités techniques sur lesquels la France n'est pas représentée, mais en général, c'est lié à une décision assumée parce que les enjeux sont pas forcément adaptés à la spécificité de la France. On participe de facto à la rédaction des bulletins préparés par les comités techniques. On participe aux assemblées générales et aux congrès triennaux. Donc ça démarre demain en Chine. Et puis il y a aussi donc un club européen de la CIGB donc qui rassemble à la maille européenne tous les pays de la CIGB. Et il y a 4 ou 5 working groups du club européen et le CFBR est évidemment bien positionné là-dessus. On est également assez associé de près à une autre organisation européenne qui s'appelle l'ETIP Hydropower. Ça veut dire European Technology Innovation Platform. Et il y a des connexions au niveau européen avec cette structure. Et puis évidemment, on a un lien assez étroit avec des comités nationaux proches de nous, alors notamment Suisse et Italie. Et puis on a noué des partenariats avec d'autres comités, notamment Albanie, Pologne, qui sont plutôt dans des phases de croissance et de recherche aussi de parrainage à travers l'appui du CFBR. Chaque comité technique de la CIGB est doté d'un groupe miroir France.
c'est-à-dire un groupe du CFBR qui prépare la position française pour épauler le représentant français et qui aide aussi à diffuser, évaluer les informations issues des comités techniques. Voilà. Donc, on a des comités miroirs sur quasiment tous les comités techniques de la CIGB. Je ne les liste pas, mais si vous allez sur le site de la CIGB, vous verrez la liste de tous les comités techniques. Et non seulement on est présent dans quasiment tous les comités, mais il y a un groupe miroir équivalent au périmètre du CFBR. Bon, ça, c'est une illustration de notre support et notre parrainage au comité albanais, comme je le disais, qui est en phase de reconstruction et en phase de croissance et qui cherche à s'appuyer sur nous à la fois sur son organisation et aussi sur ses guidelines, si vous me permettez l'anglicisme, sur ses guides et ses recommandations principales. Nos grands événements, on a une assemblée générale annuelle qui est en général fin janvier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça j'insiste, j'invite vraiment tous les collègues de la FGC à se sentir intéressés par le symposium qui suit chaque assemblée générale, qui est un symposium gratuit, ouvert sur inscription, et qui donne en général un panorama généraliste des grandes actualités. Alors c'est un symposium, c'est pas un colloque, puisqu'en général, chaque année, on organise un colloque thématique ciblé sur un sujet précis. Le dernier en date, c'était le colloque au mois de mars. C'était un colloque sûreté des barrages et enjeux, presque 20 ans après les exigences des EDD. Où est-ce qu'on en est? Avec énormément de sujets qui ont été mis sur la table. Évidemment, la commission exécutive se réunit, vous en doutez, etc. Organisation des colloques, je viens de le mentionner, et puis des co-organisations d'événements. Encore une fois, notre site internet apportera pas mal d'informations. Ce support, juste pour rappeler que après 60 ans où le congrès de la CIGB ne s'était pas tenu en France, le CFBR a organisé sous la houlette de mon prédécesseur, Michel Hinault, qui au passage est devenu président de la CIGB, donc Michel Hinault du cabinet ISL. Et donc, on a eu le plaisir et la difficulté, avec le contexte Covid, d'organiser le congrès mondial de la CIGB. Ça s'est tenu à Marseille en 2022 du fait du décalage à cause du Covid. Et malgré ça, on a réussi à rassembler plus de 1400 participants et de tenir un symposium dans le cadre du congrès autour du partage de l'eau déjà. Et l'ensemble des supports qui ont été présentés sont accessibles gratuitement sur notre site du CFBR, sur le lien qui est indiqué ici. Donc ça a été une très belle réussite de toute la communauté du CFBR et ça a clairement créé une dynamique sur lesquelles on s'appuie et qu'on valorise. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas déjà, à l'occasion, le CFBR a produit un livre également en accès gratuit dans sa forme électronique, en version française, en version anglaise, qui s'intitule Barrage le savoir-faire français, et qui a été l'occasion de rassembler, euh, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas très modeste, mais le meilleur de la profession française en la matière sur un ensemble d'enjeux spécifiques liés à la conception, à la construction et à l'exploitation. Et donc, je vous invite vraiment à aller plonger dans cet ouvrage, papier, qu'on distribue à l'occasion. Peut-être qu'on pourrait en envoyer un minima à l'instance de direction de la FGC. Mais voilà, donc je vous invite à plonger dans cet ouvrage qu'on a eu plaisir à constituer et qui constitue un produit dont on est assez fier. Dans les publications récentes, là aussi accessibles sur notre site internet, en matière de guide de recommandation. Donc, un guide en 2020, alors je suis allé du plus récent au moins récent, recueil de méthodes et techniques de confortement et réparation des digues de protection en remblai en 2021, recommandations pour la justification du comportement des barrages voûtes en 2021, analyse de risque et d'évaluation de la sûreté des barrages en 2021 également,
Dimensionnement des évacuateurs de crues par les dommages incrémentaux différentiels en 2017, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, un premier guide de recommandation pour le dimensionnement des évacuateurs de crues en 2013, qui est en cours de réanalyse et de revue, notamment suite à la publication de l'arrêté ministériel barrage, l'ATB, en août 2018, que j'ai déjà évoqué. Donc voilà, parmi les plus récentes, il y en a évidemment pas mal d'autres disponibles sur le site Internet. Alors, maintenant, quelques projets de publication en cours. Vous voyez que j'ai mis un filigrane provisoire parce que c'est de l'information qui est en cours de construction. Pour autant, j'ai trouvé utile de vous en donner la visibilité pour que vous voyez sur quoi on est en cours de travail. Alors, un travail qui me semble assez potentiellement intéressant pour votre communauté, c'est les recommandations pour la prise en compte des ancrages passifs pour la justification de stabilité des barrages poids-béton. Donc, qui est une démarche relativement innovante et assez atypique, hein, puisqu'elle présuppose qu'on accepte des déplacements, des déformations pour pouvoir mobiliser l'effet des ancrages. Alors, il y a un projet de table des matières, donc je vais évidemment pas rentrer là dans le temps qu'on a dans le détail, avec notamment, par rapport à ce que je viens de dire, des avertissements et des domaines d'application et des restrictions, une revue d'état de l'art, à la fois dans les pratiques françaises et internationales. Comment ensuite prendre en compte les ancrages passifs dans la justification des ouvrages, donc à la fois définition du comportement, des méthodes de calcul et des états limites sous-jacents. Après, il y a tous les volets constructifs, c'est comment mettre en œuvre des ancrages passifs pour justifier la stabilité. Ça concerne évidemment les matériaux, les principes de mise en œuvre et les essais. Et puis enfin, dans la phase d'exploitation, quelle surveillance, quelle auscultation des ouvrages confortés par ancrage passif. Voilà, donc voilà le menu de ce projet de recommandation qui est en cours de revue interne CFBR. On prévoit une publication courant 2025. Et si vous voulez aller plus loin là-dessus, donc un des pilotes, enfin le pilote principal de ce GT, c'est Grégory Coubard, donc à EDF-CIH. Et donc, on pourra très bien imaginer une connexion via son intermédiaire si vous le souhaitez, avant la publication ou après la publication. Un autre projet important qui est en cours, c'est les recommandations pour la justification de la tenue à l'érosion interne et externe des barrages et des digues fluviales en remblai. Là encore, donc on a un projet de table des matières, donc c'est une somme très conséquente. Je vais peut-être pas prendre le temps de lister, vous avez sous les yeux la structure du guide de recommandation qu'on projette. On va distinguer euh, les ouvrages neufs des ouvrages existants. Il y a un principe, alors je ne sais pas si je l'ai mis là. Si, voilà, dans les généralités, il y a l'idée de distinguer trois types de recommandations, soit des recommandations méthodologiques relativement fermes, soit des bonnes pratiques qui sont partagées, soit des approches nouvelles assez innovantes qui peuvent être testées. Donc on a sur ces sujets où la connaissance a évolué assez, enfin, et continue d'évoluer de manière importante dans on va dire les 20 dernières années, on a décidé de catégoriser nos recommandations selon ces trois classes. Voilà. Et donc on traite à la fois des barrages, alors ce qu'on appelle aussi les barrages latéraux, hein, ce qu'on peut appeler une digue de canal, pour nous c'est un barrage latéral. Et dans le jargon des services de contrôle en matière de sécurité, une digue de canal, c'est un barrage latéral. Et on traite donc les questions d'érosion interne et d'érosion externe. Projet de publication, là aussi, courant 2025. Et les pilotes on a un trio, Luc Dereau, Stéphane Bonelli et Jean-Jacques Fry. Donc Luc d'ISL, Stéphane Bonelli de l'INRAE et Jean-Jacques Fry, qui est consultant indépendant et qui était auparavant au sein d'EDF. Et je crois que pour terminer, je voulais mentionner des colloques récents. Donc, justement, par rapport à ce projet de guide érosion, on a tenu des journées techniques érosion qui étaient en fait un partage avec la profession du projet de guide. Ce qu'on voulait, c'était avoir un feedback avant la publication
mais en format séminaire. Alors, il y avait 200, 250 personnes. Ça montre l'intérêt du sujet. Et évidemment, le guide qu'on va produire intègre le feedback qu'on a pu recueillir à ce moment-là. Bon, voilà, c'est le détail de ce qu'on a conduit lors de ces journées. Euh, Plus récemment, on a eu un colloque sur les enjeux de ventellerie et d'équipements hydromécaniques et également les systèmes de contrôle-commande et de télécom. Quels sont les enjeux, quelles sont les pratiques industrielles et les innovations. Donc ça, on est sur un sujet qui est moins historiquement dans les gènes du CFBR et pourtant, derrière, il y a des questions clés. Voilà, il y avait un premier colloque sur le sujet qui datait déjà de 2015. Et puis les thèmes qu'on a couverts, ils sont ici listés. État des lieux, évolution du contexte industriel sociétal, évolution des méthodes d'exploitation et de contrôle des matériels, comment mettre du neuf dans de l'ancien, donc les chantiers de maintenance, on gère ça. Et puis après, des sujets spécifiques au volet fonctionnel et fonctionnement, donc contrôle commande et système télécom. Et on a eu deux tables rondes, l'une sur le tissu industriel français, donc avec des fournisseurs, et puis une table ronde spécifique aux enjeux d'éco-conception dans le domaine de la mécanique. Et puis, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, on vient de tenir en mars 2025, c'est notre dernier grand colloque, hein, sûreté des barrages et enjeux, analyse de risque, retour d'expérience après presque 20 ans de pratique des études de danger. Très grosse participation, plus de 400 participants, des thèmes couverts qui sont sous vos yeux, donc extrêmement riche, hein. Les évolutions réglementaires posent beaucoup de questions d'interprétation et donc des questions après de guide, d'implémentation. Et le CFBR est très attendu sur la production de guides de la profession pour répondre à ces exigences. Et puis le petit clin d'œil, c'est en bas, c'est que en termes de retour d'expérience, on a fait appel à un dessinateur qui a mis une touche d'humour sur des sujets pourtant très sérieux pendant le colloque et qui a été très très apprécié par tous les participants du colloque. Et puis pour terminer, la projection du centenaire l'année prochaine. Donc d'ores et déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à l'Assemblée générale en janvier 2026, on va essayer de donner un format un peu exceptionnel à l'événement. Alors Lyon ou pas, on ne sait pas encore. Euh, on va essayer de faire venir des invités externes. Et encore une fois, on aura un symposium ouvert sur inscription, mais qui sera un symposium un peu atypique, puisqu'il reviendra sur l'histoire et qui se projettera sur les enjeux devant nous, euh, les enjeux eau et énergie. Donc à ce titre, on a retenu comme projet de colloque pour l'automne 2026 un sujet sur les enjeux de prospective eau, le rôle du stockage par les barrages réservoirs pour relever les défis de l'eau et de l'énergie. Et il y aura évidemment une volonté de notre part de nous associer à de nombreux partenaires qu'on a déjà contactés. Je ne vous les liste pas, mais ils sont sous vos yeux. Évidemment, c'est un sujet où le CFBR ne peut pas porter seul le traitement de ces questions. On va essayer de développer des actions pédagogiques vers les mondes scolaires et universitaires, un plan de communication externe pour valoriser les métiers. Et puis, sur le plan international, il y aura un symposium européen, donc on appelle EURCOLD, qui va se tenir en Pologne, mais il y en aura une session spéciale du CFBR à l'occasion. Et je crois que j'en ai terminé. N'hésitez pas évidemment à aller consulter le site du CFBR et notre page LinkedIn pour de plus amples informations. Et donc là, je suis tout à fait ouvert à un jeu de questions-réponses je sais pas combien de temps on se donne, 15 ou 20 minutes. Je laisse Didier manœuvrer. Oui, oui, d'abord un grand merci, parce que c'était extrêmement intéressant. Et j'ai noté au passage, je pense que je ne suis pas le seul par rapport aux membres historiques de la FGC, une énorme, une très grande convergence d'objectifs et de zones d'intérêt. Enfin, je pense en particulier à essayer d'intéresser les jeunes à nos métiers, la féminisation, travailler sur la transition énergétique, l'éco-conception. Je suis sûr que sur l'éco-conception, on doit pouvoir trouver beaucoup de parallèles,
de co-construction de doctrine. Même j'ai vu si l'éco-conception sur des pièces mécaniques ou autres, c'est peut-être loin du génie civil, mais ça n'empêche que au niveau des concepts de base et de l'approche générale, on doit retrouver des grandes convergences. Et ça, j'ai trouvé ça, le fonctionnement avec des groupes de travail, l'édition de recommandations qui sont assez œcuméniques par rapport à la profession, etc. C'est vraiment une grande convergence de modes de fonctionnement. Alors, sur les questions, ben, n'hésitez pas, il y a encore une trentaine de spectateurs donc, qui peuvent lever la main ou je n'ai pas vu encore de questions au fil de la présentation. Donc, je confirme que dès que Denis nous l'aura transmise, la présentation, on la mettra sur le site de la FGC, ainsi que le replay de la vidéo, hein, comme tous les webinaires, tous les jeudis de la FGC. Moi, j'ai une première question qui me brûle un peu les lèvres, hein, c'était de savoir si, bah, dans toute la problématique environnementale de gestion de l'eau, est-ce que le CFBR est un peu concerné par des questions qui sont au cœur de l'actualité, comme les bassines Alors, c'est une bonne question. d'irrigation. Oui, oui. Alors, en général, enfin, on n'est quasiment pas concerné, à part qu'il y a confusion des genres, c'est-à-dire que nous, le périmètre des ouvrages d'intérêt, ce sont des grands ouvrages avec alimentation par les eaux superficielles, gravitaires, alors que souvent, et en général avec des modes de gestion très, comment on va dire, très concertés avec les pouvoirs publics, avec les parties prenantes, alors qu'en général, l'objet bassine, c'est en général des petits stockages privés pour des finalités à usage privé et notamment qui exploitent plutôt la ressource aquifère souterraine, avec un enjeu qui est souvent posé, légitime, de taux de renouvellement, qui se pose moins sur les eaux superficielles. Alors, c'est pas pour dire que on n'est pas, enfin, il y a plus de messages opposés au barrage, pour dire les choses clairement, qui notamment découlent bah, des débats, voire enfin, des hystéries, on peut le dire par moment, sur le sujet des bassines. Euh, Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment objectiver euh, les choses, qu'il y ait un équilibre entre qu'est-ce qu'on apporte comme service à la collectivité, et l'ensemble des usages, hein, énergie, irrigation, eau potable, etc., etc., et qu'après, on puisse comparer à services équivalents, bah, qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Comment on pourrait faire autrement pour apporter les mêmes services? Voilà. Mais ce qui est clair, par contre, et ça, dans notre réflexion stratégique, tu as vu que je l'ai mis en premier, hein, comme enjeu. Le CFBR a été, dans son histoire, trop absent de ces sujets-là. On Mhm. était vraiment concentré sur les questions technologiques, qui sont, il ne s'agit pas de ne pas les Importante, traiter, oui. hein, techniques et structurelles, évidemment. Donc ça, c'est un incontournable, mais ce n'est pas suffisant. Et donc aujourd'hui, on sent bien que si on veut réussir euh, à maintenir les ouvrages actuellement, les adapter, voire construire des nouveaux programmes, ce ne sera pas du tout de la même manière qu'on intégrera les questions environnementales. Voilà. Donc après, ça se traduit concrètement, hein. Je sais pas, l'enjeu d'écluser, bah, c'est est-ce qu'il faut un bassin de démodulation à l'aval? Les régimes réservés, bah, est-ce que on doit fixer des débits à quel niveau? Ou est-ce qu'il faut des régimes réservés? Par exemple, sur le Rhin, dans le cadre de l'adaptation de l'exploitation des grands barrages du Rhin, maintenant on délivre non pas un débit réservé constant, mais un débit réservé qui varie avec la saison pour rechercher à s'approcher des comment des attendez, je vais mettre de l'énergie pour s'approcher des régimes naturels. Voilà. Vous n'avez pas perdu? C'est bon? C'est bon. Alors, je vais passer la parole à Patrick Giraud qui a une question qui est un peu en lien avec toute cette problématique. Bonjour Patrick, tu peux Oui. parler. Il faut ouvrir ton micro. Oh, là, ça marche? Oui, Ça marche? Oui.
Oui, ça marche. J'avais deux questions. Une sur la biodiversité. Est-ce que vous menez des impacts, enfin des études pour appréhender les impacts des barrages sur la biodiversité? Et puis, la deuxième question, a priori, beaucoup de centrales nucléaires alimentent les barrages pour faire remonter l'eau lorsqu'il y a une surproduction de nucléaire. Comme on va doubler dans les années à venir le parc de centrales nucléaires, est-ce que vous allez devoir adapter les barrages ou construire de nouveaux barrages pour pour répondre à ce surplus d'électricité? Alors, je vais répondre à la deuxième et je répondrai à la première après. Et Cyril, n'hésite pas à compléter ou d'autres collègues d'EDF. On va plutôt être dans une logique de remplacement des réacteurs nucléaires. Et donc, la production nucléaire, dans la trajectoire prospective qui est fixée aujourd'hui dans la PPE ou même dans la vision d'EDF ou même de RTE, c'est plutôt au mieux un maintien de la production nucléaire, mais en volume, la production nucléaire va plutôt baisser. Donc, il ne faut pas imaginer aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est pas dans la PPE qui est vue d'aujourd'hui, qu'on va avoir, je sais pas, 30 ou 50% de production nucléaire en plus. Et donc, pour être très concret, aujourd'hui, nous, ce qu'on stocke, en effet, et le paradigme change complètement par rapport à il y a 30 ans. Certes, on stocke du surplus du nucléaire la nuit, mais maintenant, on stocke surtout le surplus du solaire la journée. Et ça, c'est un changement radical dans tous les pays où il y a une pénétration majeure du solaire photovoltaïque. Alors l'éolien, on est sur des constantes de temps un peu différentes. Je vous invite à aller télécharger, si vous ne l'avez pas, l'application RTE Eco 2Mix qui vous donne, donc c'est une appli publique, et qui vous donne l'état du système électrique en temps réel et qui vous permet de revenir en arrière. Et vous verrez que depuis, là je regardais, hein, depuis un mois et demi, on ne fait que pomper très fortement l'après-midi l'excès de production photovoltaïque. Et on a même des prix qui deviennent structurellement, les prix spot deviennent structurellement nuls, voire négatifs Négatif. oui, oui, non, mais les prix sont négatifs. Alors, il y a 2, 3 ans, c'était épisodique et ça devient structurant, très récurrent. Regardez les 2 derniers mois, je pourrais vous envoyer, Didier, hein, le lien vers Mhm. l'application, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, l'enjeu du stockage, aujourd'hui, il est plus sur comment demain on va réussir à intégrer le développement massif du solaire, gérer l'intermittence aussi de l'éolien, donc on est plutôt sur les échelles hebdo, voilà, et le stockage saisonnier, il restera toujours valable, mais tout dépendra de la base qui sera assurée par le nucléaire, par éventuellement d'autres. Bon. J'ai fait un truc très court, ça mériterait évidemment qu'on y passe 2 heures hein, sur ça, mais en tout cas, voilà, on va pas être dans la logique d'avoir plus de nucléaire à stocker, D'accord. Merci beaucoup. mais vraiment le solaire. Voilà. Sur la première question, oui, donc comme je le disais, le CFBR a été trop peu présent sur les enjeux de biodiversité. Les enjeux de biodiversité, c'est d'abord des enjeux piscicoles. Donc là, il y a essentiellement deux grands sujets, enfin trois. C'est ce que j'ai évoqué, les éclusées, c'est-à-dire la variation des débits. Et donc, le sujet que j'évoquais avant, hein, si on veut pouvoir compenser à la baisse l'augmentation de la puissance solaire à partir de 8-9 heures, il faut pouvoir très vite baisser la production hydro. Et à l'inverse, à partir de 19 heures, il faut pouvoir très vite réaugmenter la puissance hydro. Donc ça veut dire derrière forcément des variations de débit très importantes. Et donc un des enjeux forts, c'est l'exondement de certaines zones dans les rivières qui peuvent altérer les phases de reproduction des espèces piscicoles. Deuxième enjeu qui est assez bien connu, c'est la migration piscicole, avec des questions, des solutions type passe à poisson ou ascenseur à poisson. Donc ça concerne certaines espèces migratrices. En matière de biodiversité, il y a évidemment l'enjeu sédimentaire, l'interruption du transit sédimentaire sur les grands barrages. On distingue en général les grands barrages capacitifs. Ça veut dire que le temps de résidence d'une molécule d'eau est très long dans le réservoir, versus les barrages mobiles en rivière. Donc ça, c'est les barrages de basse vallée, le Rhône, le Rhin, où là, les capacités sont petites, le temps de résidence dans le réservoir, il est très court, et là, on a une dynamique assez forte. Donc sur les barrages mobiles en rivière, on a beaucoup plus de facilité de gérer les sédiments.
parce que l'hydraulique est forte. On peut faire des abaissements et on peut faire des phénomènes de chasse, etc. Sur les grands barrages capacitifs, là où l'hydraulique est faible, parce que c'est des gros réservoirs, bah là, l'enjeu, il est compliqué. Donc, oui, ça veut dire développer des solutions. On a par exemple dans la profession développé un robot de dragage qui s'appelle Nessie, avec une société, Watertrax, et qui permet de faire du dragage sans contrainte de cote. C'est-à-dire, on n'est plus sur les solutions par barge flottante qui nécessitaient de baisser la cote. Là, c'est comme un robot piscine, si vous voulez. Vous continuez à exploiter votre aménagement avec un dispositif qui travaille sous eau, quasiment sans contrainte sur l'exploitation. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a trop peu travaillé sur le sujet. On y travaille maintenant. On va éditer des sortes de livres blancs, c'est-à-dire pour apporter des premiers niveaux de réponse à ces questions, pour que la profession soit pas muette quand on est sollicité. Et souvent, on est sollicité plutôt négativement sur le sujet. Merci. Alors, il y a une autre question de Bruno Godard. Il peut ouvrir son Oui, micro. Bruno, à toi. oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation intéressante. Vous, vous n'avez pas de groupe de travail sur le comportement et le traitement des barrages atteints de réactions de gonflement interne du béton? Et, et si je pose une question même plus générale, vous ne travaillez pas sur le vieillissement des barrages, et sachant que bon, il y en a quand même pas mal qui atteignent les 100 ans maintenant, ou qui vont les atteindre. Est-ce que vous visez des durées de vie de 150 ans, 200 ans? Enfin, voilà, quelle est votre politique là-dessus? Alors, en tout cas, bah, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas un groupe de travail actif sur la question RAG, RSI ou RGI plus globalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment la profession ne fait rien. Au sein d'EDF, évidemment, mais il y en a d'autres. On travaille beaucoup avec le LMDC, ou, évidemment, qui est partie prenante de la FGC. Donc, la profession fait des choses. On a pas mal travaillé au plan international avec la CIGB sur le sujet, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas décliné à la maille France. Euh, je note la question sous forme d'une suggestion que je relayerai à la commission exécutive. Ça peut faire partie typiquement des sujets de coopération entre nous. Euh, pour justement arriver à un niveau de convergence sur les caractérisations des cinétiques de gonflement et puis les techniques de confortement et les espérances de prolongation de durée de vie, qui sont pas simples, hein, puisque après les critères à mettre derrière, est-ce que c'est des critères en taux de contrainte, en niveau de fissuration, c'est une appréciation un peu globale par rapport aux critères d'enjeu de sûreté des ouvrages. Mais en tout cas, je prends la question sous forme d'une suggestion que je relayerai en interne du CFBR. D'accord. Et sur l'aspect vieillissement, donc, enfin plus général, d'une façon plus générale, vous interrogez aussi sur les durées de vie que l'on peut Oui, prolonger pour les barrages? oui, alors là-dessus, moi, ce que je peux faire, c'est uniquement vous donner l'expérience vue d'EDF. Là, je ne parle pas au nom du CFBR. Pour dire les choses clairement, aujourd'hui, sur un des barrages très connus et emblématiques du parc, au Chambon, en Isère, on a affiché une capacité de projection à un horizon 20-30 ans. Il y a eu des travaux, enfin, donc une deuxième campagne de travaux de confortement en 2014-2015, avec du sciage, du cloutage sur la partie supérieure et une géomembrane d'étanchéité. Et on a estimé que les travaux de confortement permettaient de redonner une visibilité satisfaisante à minima sur 20-30 ans. Parce que aujourd'hui, les méthodologies de modélisation, on estime qu'on est en limite pour se prononcer au-delà. Donc aujourd'hui, raisonnablement, on ne peut pas parler d'être en capacité de parler de 100 ans ou de 150 ans. Voilà. Et donc après, il y a forcément une gestion adaptative du risque à réexaminer. Nos collègues d'Hydro-Québec sont aussi pas mal avancés sur le sujet. Euh,
Et donc voilà ce que je peux dire à ce stade sur durée de vie versus pathologie RJ. Ok, ok, merci. C'est quoi notre potentiel de grands ouvrages dans le domaine hydraulique en France? Alors, En capacité installée, que ce soit des réservoirs ou des barrages. alors c'est très difficile de répondre à la question. Alors d'abord, ça dépendra des usages ou ça dépendra du multi-usage. Ce qu'on peut dire dans le domaine de l'énergie, euh, la production hydroélectrique, pour être très précis, euh, le premier besoin, c'est vraiment des steps. C'est des moyens de stockage enfin, stockage, turbinage, pompage, pour avoir une capacité de réponse aux enjeux de flexibilité et d'équilibre du système. Alors aujourd'hui, dans les projets qui existent et qui sont plus ou moins rendus publics, on essaye quand même de valoriser les ouvrages existants au maximum. C'est-à-dire, à minima, exploiter des barrages et des réservoirs existants, créer des adductions supplémentaires en connectant des réservoirs qui ne le sont pas encore. Évidemment, tout ça, ça a une limite parce que il n'y a pas les configurations qui sont forcément toujours optimales. On a quelques projets en France de STEP avec adjonction d'un réservoir supplémentaire. Souvent, c'est un réservoir supérieur qui serait ce qu'on appelle off the river, c'est-à-dire pas connecté à la rivière. Et du coup, ça ouvre une palette d'ouvrages qui peut être assez intéressante. Après, ça c'est sur l'usage énergétique. Sur l'usage ressources en eau pour l'irrigation, l'eau potable, alors là, le champ, il est, il est potentiellement assez vaste parce que si je prends juste un exemple, alors j'ai pas de réponse globale. Donc j'ai évoqué tout à l'heure hein, les études de France Stratégie qui sont extrêmement utiles parce que le monde agricole, pour l'instant, n'a pas encore produit de vision. Autant le monde de l'énergie a produit une vision à l'horizon 2050 des besoins, autant le monde agricole n'a pas encore produit cette vision. Donc, comment on va réussir à assurer la réponse aux besoins à l'horizon 2050? Ça va être un mélange de réduction des besoins, c'est-à-dire efficacité de l'irrigation. Ça va être un mélange d'adaptation des ouvrages existants, par exemple des rehausses de barrages. Donc ça, c'est clairement un sujet alors, sur lequel on pense vraiment lancer un groupe de travail. C'est comment voilà, exploiter l'existant. La Suisse est bien plus en avance que nous sur le sujet. Pour augmenter des capacités. Puis l'avantage d'une vallée en V, hein, c'est que 2 mètres en haut et 2 mètres en bas, ça vaut pas la même chose en volume. Donc une rehausse de barrage, c'est vachement intéressant. Et puis le troisième levier, c'est d'éventuelles nouvelles réserves. Et il y a un Donc, par organisme exemple, national qui non. est. Bah, c'est ce qui manque, je pense, dans ce système-là, puisqu'il faut que Ah quelqu'un bah, il y cherche a le siting, quoi. oui, la gestion de la ressource en eau, elle est à la main des agences de l'eau, mais qui fixent les règles. Après, il n'y a pas une entité nationale qui fixerait. Alors, France Stratégie travaille au stade des études pour donner de la visibilité. Maintenant, les acteurs, il y a un Conseil national de l'eau, mais qui est consultatif. Voilà, il n'y a pas une instance de décision en la matière qui pourrait réguler et prescrire. Voilà, c'est vraiment à l'échelle territoriale que les choses vont se décider. Je pense que les régions vont avoir beaucoup de poids et de pouvoir. Et pour donner un exemple, pour avoir des chiffres, ce qui est assez communément évoqué pour la région, le bassin Adour-Garonne, donc sud-ouest, qui est un bassin sensible sur la ressource en eau. L'agence de l'eau dit grosso modo, je vais avoir besoin de 1 milliard de mètres cubes de plus par an de réserve. Et elle dit, ce milliard, il va être résolu, par, pour un tiers par l'efficacité, donc réduction des consommations, un autre tiers par l'adaptation de la gestion des ouvrages existants, donc des barrages EDF Chem, qui sont dans Pyrénéens ou au sud du Massif central, et un tiers, donc
environ 300 millions de mètres cubes, par des nouvelles réserves. Donc voilà le genre d'indicateurs qu'on commence à avoir dans le paysage et qui émanent des visions régionales. Donc on attend pas mal de fonds stratégie pour agréger ça dans une vision nationale qui après servira de plateforme. Et on espère que notre colloque de 2026 permettra justement d'être l'occasion de converger et de rassembler les acteurs pour converger sur une vision commune. Merci beaucoup. Je vois pas trop d'autres questions. Je vois beaucoup de remerciements pour Bah, merci beaucoup. euh, la tenue, la clarté des propos, etc. Donc, je pense que c'était une bonne chose. On essaye dans nos jeudis de la FGC d'avoir des sujets les plus divers possibles pour effectivement traiter de plein d'aspects du métier génie civil au sens très large. Donc, je pense qu'on était bien dans cette logique-là. Bon, je pense qu'avec Cyril, ça permettra d'avoir des passerelles un peu permanentes avec les diverses branches d'EDF pour avoir effectivement pas mal de points communs. J'ai vraiment bien apprécié le parallélisme des objectifs de nos associations qui me paraît une bonne chose. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot, Cyril. Bon, pas du tout. Je souhaite remercier Denis et j'espère que on aura l'occasion justement d'avoir d'autres intervenants d'EDF pour parler de tous ces ouvrages et de ces problématiques techniques. Eh bien voilà, un grand Tout à fait. merci Donc, pour cette je vous en prie, présentation. moi j'ai Oui, retenu, je vous envoie le PDF. Moi j'ai quand oui, même retenu cette idée d'un GT lié aux pathologies de gonflement. Ça, c'est quelque chose absolument. que moi je vais instruire en interne. Bon, je pense que sur le GT ancrage passif, il doit y avoir pas mal de gens de votre Mm. association qui est déjà plus ou moins impliqué sur le sujet. Donc forcément, enfin, je pense que ce sera un objet intéressant pour votre communauté. De toute Oui, tout à façon, fait. quand on édite des recommandations, on les édite avec un statut provisoire pour appropriation par la profession, avec l'idée d'avoir un retour d'expérience sous quelques années, typiquement 4 5 ans, pour ensuite produire des recommandations au statut Enrichir le définitif. document. Ouais. Mm. Exactement. Voilà. OK. Donc moi, je pense que ce sera pas mal d'avoir un feedback direct ou indirect de la FGC sur ce guide ancrage passif. On y sera attentif. Encore merci et une très Merci à bonne vous et soirée puis à tous. désolé pour les problèmes de Pas de connexion au souci, début. pas de souci. Le Voilà, principal, c'est que c'est si vous êtes fonctionné in fine. voilà, Et si vous puis êtes donc sous Teams rendez-vous, la prochaine fois, ça marchera mieux. on essaiera. Et rendez-vous le 5 juin pour la prochaine édition des Jeudis de la FGC. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.